Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Culture T, votre émission entièrement dédiée, dévouée, consacrée à vos villes, à vos territoires, à travers vos artistes. Cette semaine, nous sommes dans la ville aux Trois-Roses, la capitale des Alpes. Bienvenue à Grenoble. Tout de suite, le sommaire, le menu de votre émission. Jean-Michel Asselin, l'un des grands spécialistes de la montagne, nous a rejoint sur les hauteurs de Grenoble et nous évoque évidemment son affection pour la montagne et tous les livres qu'il a réalisés. Nicolas Keramidas, il n'est pas grenoblois pure souche, mais il l'est devenu au fur et à mesure des années. Cet auteur de bande dessinée nous a reçus chez lui, dans son atelier. Plein d'autres surprises dans ce Culture T ici à Grenoble. On va essayer d'affoler vos papilles avec un portrait croisé entre le meilleur fromager du monde et le chef du restaurant Fantin-Latour. Mais sans plus attendre, on va retourner dans le cœur historique de Grenoble, au couvent Sainte-Cécile, où nous attend notre invité fil rouge, Jacques Glénat. Donc ici, ça a été successivement une église, et là c'est un cinéma qui était le premier cinéma de Grenoble qui s'est installé là. C'était une boîte de nuit qui, tenez-vous bien, s'appelait L'Enfer. Extraordinaire. Jacques Glénat, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir ici au couvent Sainte-Cécile, qui est le nouvel emblème des éditions Glénat, au cœur de Grenoble. Et Grenoble, c'est une ville où il y a un peu plus de 45 ans, naissait un fanzine. Et ce qui a fait aujourd'hui, j'allais dire, votre success story, ce fanzine, vous vous en souvenez, le premier numéro, comment il est né? Oui, c'était sur la Ronéo de la fac, c'était la passion d'un lecteur. Aujourd'hui, ça s'appellerait un blog. À l'époque, ça s'appelait un fanzine. Vous vous souvenez de quelles étaient vos lectures à l'époque? Eh bien, je lisais de la bande dessinée, de ce qu'on appelle aujourd'hui de la littérature populaire, des auteurs de science-fiction, de fantastique. Voilà, j'étais pétri de tout ça. Alors, en 1970, vous publiez notamment, c'est vos premières publications, Les Gnangnans de Claire Bretéché et Humour en blanc de Claude Serre. Pourquoi il s'est fait le lien entre le fanzine, la passion de la bande dessinée, et le besoin, j'allais dire, de lecteurs, de passionnés, de publier de la bande dessinée? Eh bien, parce que j'avais envie de faire connaître les choses que j'aimais aux autres. C'est une sorte de partage, et donc j'ai publié ce que j'aimais. Effectivement, j'avais découvert que Les Gnangnans de Claire Bretéché étaient restés anonymes. On en a fait un album. Et puis j'avais publié un autre livre qui est devenu un grand succès, qui s'appelait donc Humour noir et hommes en blanc sur les médecins de Claude Serre, malheureusement disparu aujourd'hui. C'était dans une série d'une dizaine de premiers bouquins, effectivement, sortis dans les années 74 plutôt. Tous ces auteurs ensuite que vous découvrez, comment vous les découvrez? Est-ce que c'est dans les festivals? Est-ce que c'est des lectures? Vous les connaissiez d'avant? Vous allez les démarcher? Comment ça se passe, ce métier-là? Ben, tous les moyens sont bons. Il y a les gens qui viennent nous voir, les gens qui nous envoient des dossiers, ceux qu'on rencontre, ceux qu'on va chercher chez les autres. Donc c'est tous les horizons qui peuvent se présenter. À l'époque, c'était, j'imagine, différent d'éditer de la bande dessinée par rapport à ce qu'elle marchait aujourd'hui. Ça marchait beaucoup mieux à l'époque. C'est le marché qui s'est agrandi énormément, qui a laissé rentrer beaucoup d'acteurs et qui maintenant est un peu en surproduction. Mais à l'époque, un jeune dessinateur, on arrivait à en vendre 10 000 exemplaires tout de suite. Maintenant, on est tombé à quelques milliers. Jacques, on va se quitter quelques instants. On en parlait, la bande dessinée évidemment. À Grenoble, nous avons découvert un auteur de bande dessinée qu'on connaît bien. Évidemment, c'est Nicolas Keramidas qui nous a accueillis chez lui.
où il travaille dans son atelier. Il nous explique évidemment sa passion de la bande dessinée et puis ses origines, Grenoble. All set? Let's go. You lay there till the end of the day, hiding away, few needles in her hay, 'cause all you know is time won't stop. J'ai fait toute ma culture BD entre guillemets ici. Je me rappelle avoir fréquenté pas mal de librairies, Artaud, Momifolie, mais aussi la librairie Glénat. Je me rappelle de pas mal de séances de dédicaces quand j'avais 14-15 ans et que j'allais faire des dédicaces. Et puis après, à partir de la 4e, j'ai commencé à lire vraiment beaucoup de BD. Et certains titres ont été vraiment révélateurs dans le fait où je me suis dit c'est ça que je veux faire plus tard, quoi. Donc vraiment le plus gros déclic, ça a été certainement tout l'atelier Asylum avec Riff Rebs, Cromwell, Quack. Donc tout ça, c'est vraiment où je me suis dit tiens, on peut faire ce genre de BD, c'est permis. Et voilà, parce que j'aimais bien, il y avait un petit côté aussi décalé dedans. Et puis après, des mecs comme Loisel, évidemment, Vatine, un peu plus tard Wendling, ce genre de choses, c'est des choses qui ont fait conforter cette décision. Disney, j'ai presque jamais considéré que c'était un travail, c'était vraiment, j'y suis pas allé une seule fois en faisant la gueule, quoi. Je pense qu'il n'y a pas meilleure école de dessin dans n'importe quelle profession, en fait, parce que le dessin animé, c'est tellement compartimenté qu'au final, il y a des gens qui font les décors, des gens qui font les personnages. Alors c'est vrai que pas tout le temps ceux qui font les décors ne savent faire les personnages et inversement. Mais du coup, j'ai rarement vu un niveau de dessin comme ça, des gens qui faisaient des décors aussi bien. J'en ai jamais retrouvé dans la BD ensuite, quoi. Moi, j'étais que sur les personnages. C'est aussi pour ça que sur ma première série, Luna, j'étais très content et j'avais vu ça aussi avec Chris. Que ça se passe uniquement en forêt parce que, comme on dit toujours, quand on n'est pas très bon en perspective et tout, c'est quand même plus simple de faire la forêt que de faire la ville, quoi. Mais effectivement, c'était Disney pour moi, c'est une expérience géniale. Après, je dirais que les premières fois où tu vas au cinéma, que tu vois ton nom au générique, t'es un peu comme un fou, quoi. Moi, j'étais super fier et super content. Et puis après, au fur et à mesure des années, tu percutes quand même que ton nom, il est parmi 2000 personnes, quoi. Donc il faut faire pause quand tu le vois passer super rapidement et tout. Tu te rends compte que tu es juste un élément interchangeable et que finalement les dessins que tu fais, si jamais je suis malade, quelqu'un d'autre prend ma place, fera les dessins que je vais faire exactement. Donc il y a une espèce de peut-être petite frustration qui s'est installée et qui a fait que je me suis dit que la BD, on retrouve 1, 2 ou 3 personnages génériques et c'est très bien comme ça. Le vrai lien, c'est surtout que pour l'instant, j'ai pas fait d'album seul. Le vrai lien et le seul lien, c'est que j'ai toujours bossé avec des scénaristes. C'est pas exclu qu'au fur et à mesure, je cogite évidemment à un jour faire mon album solo. Mais ce que j'aime bien là dans le fait de bosser avec plein de scénaristes, c'est que en fait, je me rends compte que ce que j'ai peur en faisant mon album solo, si je le fais effectivement seul, c'est de me contenter de faire ce que je sais faire. C'est-à-dire de ne pas me mettre en danger sur certaines choses. Là, ce que j'aime bien quand je reçois un scénario, c'est que souvent, il y a des planches où je me dis « Oh putain, ça, j'ai absolument aucune envie de le dessiner. » quoi. Et ou même je ne sais pas faire, ou je ne vais pas en être capable et tout. Finalement, je le fais, et puis parce que ça sert l'histoire et que de toute façon, il faut passer par là. Et une fois que c'est fait, je me dis « Bah tiens, finalement, je sais le faire. » Et ça fonctionne. Et si j'avais été seul aux commandes, jamais j'aurais trouvé un moyen d'esquiver ça, quoi, en fait. Après, un fil conducteur entre tout ce que j'ai fait, je dirais pas vraiment, et j'essaie justement de l'éviter. C'est pour ça aussi que je passe d'une série comme Luna à un album comme Donjon, à une série comme Tico, à quelque chose comme Alice. C'est des styles variés, et j'en ai vraiment besoin en fait de passer de l'un à l'autre. Je pense justement pour éviter peut-être de se lasser aussi. J'ai vraiment besoin que chaque album devienne une récréation par rapport à l'autre.
avons quelques animaux en liberté du sculpteur Francis Mas. Vous connaissez le Oui, dessinateur tout à Francis fait, Mas? oui. Je savais pas qu'il est lui-même qui les a réalisés, vous savez. D'accord, je savais pas. Je sais, vous avez réputé dans sa marche. Jacques, on est de retour ici au couvent Sainte-Cécile. On est au cœur de Grenoble, entouré évidemment de la montagne. La montagne, ça fait tout simplement partie de votre ADN. Étant né à Grenoble, je ne pouvais pas m'intéresser à l'univers qui est autour de cette ville et qui vraiment en fait partie. Donc dès 1978, on a publié des livres sur la montagne dans toutes ses formes, la littérature, le guide, le livre illustré, un peu de beaux livres, enfin tout ce qui peut concerner la montagne. Est-ce que c'est une rencontre par exemple avec Samy Vell qui vous a poussé justement à diversifier en tout cas votre catalogue? C'est vrai que ce monsieur, grand monsieur, était venu me voir pour me proposer de faire un livre qu'on avait fait, qui a été le premier livre de ce secteur montagne. Lorsqu'on est éditeur de bande dessinée, qu'on se met à éditer d'autres livres sous forme différente, est-ce qu'on le fait de la même façon et d'éditer des livres sur la montagne par exemple? C'est forcément le même métier, mais les approches sont différentes, effectivement. Au lieu de marier dans la bande dessinée un scénariste, un dessinateur, un coloriste, là il faut marier plutôt un écrivain ou un journaliste avec un photographe. Donc les processus de travail sont différents, mais la finalité est la même, c'est un livre. Qu'est-ce qu'il y a de Grenoble, de la montagne, qui pourrait vous définir? Est-ce qu'il y a un trait de caractère? Non, c'est un univers qu'on peut aimer ou pas. Il y a beaucoup de gens qui se sentent mal en montagne. Nous, au contraire, c'est un esprit de liberté et de pratique d'activité, que ce soit le ski, la chasse, la course en montagne. Ce sont des choses qui certainement habitent tous les Grenoblois, ou alors il ne faut pas habiter ici. Vous avez choisi ce lieu, on va dire atypique pour une maison d'édition, ce couvent Sainte-Cécile. C'est un lieu que vous connaissiez depuis longtemps et que vous aviez envie de... Non, pas du tout. C'est un lieu que j'ai découvert lors d'une visite quand on recherchait des locaux dans Grenoble et dans des conditions qui m'ont fait renoncer immédiatement puisque c'était délabré, en plein hiver, froid, de nuit. Et puis j'y suis revenu et on a un petit peu essayé d'imaginer ce que ça pourrait être une fois reconstruit et restauré. Et donc ça fait maintenant 5 ans qu'on est installé ici. Qu'est-ce que ça vous fait tous les jours de venir travailler dans une église? Ce n'est plus une église depuis un certain temps maintenant. L'hôtel de Dieu a été transformé en hôtel de la culture avec la grande bibliothèque. Donc il faut voir ça comme un monument historique et pas comme une église. Jacques, une nouvelle fois, on va quitter le couvent Sainte-Cécile. On va aller dans les hauteurs de Grenoble, découvrir un grand monsieur de la montagne. C'est Jean-Michel Asselin. All set? Let's go. Ah, c'est un endroit où j'aime bien être parce que on est entouré de tous les massifs. Donc juste là sur ma droite, le Vercors, derrière Beldonne et juste là, la Chartreuse. Alors c'est un endroit un peu unique comme ça, on voit tous les massifs sur lesquels on se rend régulièrement quand on aime la montagne. Il faut savoir qu'à Grenoble, on voit des chamois à 2 minutes de l'autoroute, c'est quand même assez incroyable comme endroit. Et ça, c'est vraiment la chance d'être ici. C'est pas évident, je ne suis pas originaire du tout d'un pays de montagne, je suis né à Chagny en Saône-et-Loire. C'est une vocation qui est venue beaucoup plus tard, mais c'est surtout, la montagne pour moi c'est la nature. C'est pas une confrontation, j'aime me trouver dans ces endroits où on est petit, où on n'est pas très fort, où on a à négocier avec des choses qui nous dépassent. On est là, on est dans la neige, dans le vent, au soleil, peu importe, on est sur les glaciers, on est sur le rocher. Et ça nous transporte, ça nous élève, quoi. C'est vraiment quelque chose, c'est une expérience la montagne. On ne peut pas vraiment l'enseigner, il faut la vivre. Ah, c'est plus de l'ordre de l'amoureuse dangereuse. C'est plus... on sait des fois qu'on ne devrait pas y aller, mais on y va quand même. Parce que la récompense est belle.
On éprouve ça avec le corps, pas simplement avec l'esprit. C'est-à-dire que le corps se met en force, c'est difficile la montagne, c'est pas se mettre au bord de la plage et attendre. C'est vraiment, voilà, c'est au bout de l'effort que les choses arrivent. Ce que je voulais, c'était surtout partager la montagne, je dirais, des petits, des humbles. C'est cette montagne très simple, cette montagne que tout le monde peut pratiquer. C'est un bonheur absolu quand vous êtes avec quelqu'un, votre compagne ou vos amis, et que vous les regardez quand ils arrivent sur un sommet ou à un col, et que la vue d'un seul coup se dégage. C'est un truc incroyable, quoi. Les gens pleurent vraiment. Au sommet, c'est pas une blague, ça arrive, quoi. Et on pleure de joie parce que c'est inoubliable, encore une fois, c'est une expérience incroyable. Jacques, on le disait, la montagne, la mer, la bande dessinée évidemment, la gastronomie et le vin, c'est un petit péché personnel, c'est le bon vivant qui parle à travers ses livres? Non, je crois que c'est simplement que c'est un vrai métier de faire des livres et qu'il faut connaître un minimum les sujets quand on veut en parler. On ne peut pas être un éditeur généraliste qui fait un jour du théâtre, le lendemain de la poésie. Bon, il se trouve que dans les choses que j'aime dans la vie, il y a la montagne, il y a la mer, il y a la bande dessinée, il y a le dessin d'humour, il y a le vin et la gastronomie. Alors voilà, du coup, on fait ça, c'est pas plus compliqué. On en parlait, la gastronomie, le vin. On va rencontrer deux autres grenoblois, justement. Bernard Muraveau, je ne vous le présente pas, un fromager d'exception, et Stéphane Froidevaux, chef du Fantin-Latour, un restaurant à quelques pas d'ici. C'est parti. Drop it. Faut vérifier qu'il nous reste 4 à 7 cartes. Ouais, il m'en reste encore 3. Hein. Tu as Anaïs, un moment la tête de moine, s'il te plaît. Petite pâte à la truffe avec ça râpé, je te dis pas. Fais un peu du fil à la truffe et t'es en place. Bernard Muraveau, Stéphane Froidevaux. L'un meilleur ouvrier de France, champion du monde des fromagers. L'autre fou furieux de la montagne est à la tête du restaurant Fantin-Latour. Ils sont tous les deux des symboles d'une gastronomie créative et subtile. Pour Stéphane Froidevaux, sa créativité, son envie de cuisiner, tout n'est que souvenir lié à l'enfance. Alors moi, aujourd'hui, les créations que je fais dans mon assiette, c'est surtout des petits instants de bonheur que j'ai vécu dans mon enfance. Ça peut être des balades en montagne avec mes parents le dimanche, sous les mélèzes. Ça peut être aussi les ricochets sur un lac de montagne, parce que j'ai un plat qui s'appelle la Saint-Jacques en ricochet. C'est tous des petits clins d'œil, ou par exemple la lotte à la verticale, qui est un plat où en fait on se retrouve autour d'un feu de camp et on a tous une branche de noisetier en train de piquer un morceau de viande qu'on fait griller. Stéphane est un montagnard. Il aime cette solitude lorsqu'il va ramasser la lavande fine, l'armoise camphrée ou l'épinard sauvage. La montagne est un terrain de jeu qu'il conjugue jusqu'à la lie. Il y a des formes bizarres, il y a des nuages, il y a des odeurs, il y a des couleurs. C'est jamais la même chose. Ça bouge tout le temps. Et moi, je m'imprègne énormément de ce qui se passe dans cette nature et je ramasse énormément sur place, donc au col du Lautaret. Moi, ce qui affole le plus mes papilles, je dirais, c'est la prune verte, c'est la prunelle sauvage, c'est le kénopode Bon-Henri, l'absinthe sauvage, c'est la lavande fine, parce que je ramasse, par exemple, au début août, la plus haute lavande de France, je la ramasse à 1800-1900 mètres. Et elle a un parfum incroyable, je veux dire. Donc c'est toutes ces plantes que j'utilise tous les étés et chaque année. Bernard Muraveau,
Un nom, une gueule, un lieu. Le fromager à la moustache n'est pas né dans la potion magique du fromage. C'est à l'adolescence que le déclic s'est fait. Les premiers souvenirs liés au fromage, c'est simple, c'était chez mes beaux-parents, voir le plateau de fromage, un vrai plateau de fromage à l'âge de 15-16 ans. Ils allaient chez le fromager, c'était toujours un rituel. Et ils allaient à la fromagerie, ils achetaient 12-15 variétés de fromage. De là, j'ai dit, mais il existe quelque chose, il existe un vrai métier derrière un fromage. Et petit à petit, à 15 ans, après, j'ai commencé à faire les marchés le samedi et le dimanche pour me faire un peu d'argent de poche en fromage. Et puis après, la vie étant, j'ai acheté le magasin à 20 ans et j'ai 50 ans et ça fait 30 ans que je suis là. Je te fais quoi, 2 tranches comme ça? Une troisième quand même, hein? Ouais. T'as peur que ça manque? La crise, c'est pas chez tout le monde. Hein? En 2007, c'est l'année du succès. Meilleur ouvrier de France, champion du monde des fromagers, un souvenir mémorable qui lui colle encore à la peau. Pour moi, personnellement, je suis gaillard, je suis bagarreur, ça me fait pleurer. Je pleure. Quand j'en parle, c'est un truc, où j'ai commencé à avoir ce sentiment d'émotion, mais c'est quand on a été champion du monde qu'ils ont envoyé la Marseillaise. Et là, tu te dis putain, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose et après, ta vie change. C'est pas un fromage, c'est un fromage par jour. Ça veut dire que le matin, je suis là à 6 h, je mets un rayon. Et quand je mets un rayon, je le prends, je le sens, et toi, c'est con ça. Mais toi, ça, c'est des trucs. Alors, ça, dans ta tête, pense, pomme caramélisée, tarte tatin. Tu vois l'odeur? Tiens. Tiens. C'est con, hein? Voilà. Et quand ça passe. Prends ça. Sens. Goûte. C'est à quoi? C'est pas dans ton gratin, ça? Jacques Glénat, votre nom est présent dans les mains de millions de lecteurs, bandes dessinées, livres, comme on l'a évoqué. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, mais qu'est-ce que ça vous fait, franchement, de voir votre nom partout, dans les mains de gamins, d'adultes? Comment on peut ressentir ça? Quand on crée son entreprise, on n'y pense pas à ça. Et donc j'aurais pu m'appeler les éditions du couvent Sainte-Cécile, par exemple. Donc au fil du temps, effectivement, les gens disent « Ah mais Glénat, je ne savais pas que c'était quelqu'un qui existait. Ah mais je ne savais pas que c'était vous, je croyais que c'était votre arrière-grand-père. » Enfin, j'entends de tout. Ça m'amuse, c'est tout, c'est très bien. Mais est-ce que vous vous souvenez par exemple de votre grand-mère qui vous aidait à arrondir les fins de mois il y a quelques années? Oui. Est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Vous dites le chemin est plutôt, c'est un beau chemin. Ben écoutez, si vous le dites... c'est vous qui devez le ressentir quand même. Non, moi je n'en tire pas d'orgueil, je fais les choses avec passion, j'avance comme je peux dans les difficultés de ce métier et les autres, et je n'en retire pas de gloire particulière. Tant que la maison fonctionne, tant qu'elle emploie des gens qui travaillent en étant heureux et qu'elle génère suffisamment d'activités pour vivre, je suis content. Et en tant qu'éditeur, est-ce qu'il y a des domaines qui vous manquent aujourd'hui? Vous dites, bon, j'ai fait tout ça, mais ça, j'aimerais bien le faire. Non, je crois que déjà les domaines que nous avons sont suffisamment larges pour qu'on les creuse encore beaucoup plus. Dans la bande dessinée, on fait du manga, on est leader du manga, on fait de la bande dessinée, on est bien placé. On va se remettre aussi à faire du comics américain, parce qu'il y a beaucoup de choses nouvelles qui sont arrivées aux États-Unis depuis l'époque où j'en publiais. Déjà, c'est une voie de développement importante. Après, on ne va pas faire de la poésie, du macramé ou je ne sais quoi, puisque ce ne sont pas des sujets qu'on connaît. Ou de la poésie en bande dessinée. Ça se fait déjà. Voilà. Bon, Jacques Glénat, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Parmi les principaux musées de la ville de Grenoble,
On peut citer le musée dauphinois, créé en 1906. C'est un véritable musée régional de l'homme. Nous avons eu la chance d'aller le visiter avec son directeur général, Jean Guibal. Drop it. Né en 1906, le musée dauphinois déménage en 1965 pour s'installer dans les locaux du monastère de Sainte-Marie d'en Haut. Ce musée ethnographique, archéologique, historique et sociétal est entièrement consacré à l'ancienne province du Dauphiné. J'aime bien dire que c'est un musée de l'homme, un musée de l'humanité dans notre domaine régional. Et c'est vrai qu'il s'appelle le musée dauphinois, c'est-à-dire relatif à l'ancienne province du Dauphiné, mais nous aimons par-dessus tout qu'il soit le musée des Alpes françaises. Le musée abrite une photothèque, une iconothèque ou encore un fonds audiovisuel qui viennent compléter une collection unique de plusieurs dizaines de milliers d'objets. Le musée propose 5 étages où vous pourrez découvrir 2 expositions sur le long terme et chaque année 2 expositions temporaires accompagnées de spectacles vivants, conférences ou encore projections de documentaires. Nous pensons que évoquer le patrimoine, l'histoire, la mémoire, n'a vraiment d'intérêt que si ça sert, si c'est pour aujourd'hui. Et donc nous aimons bien, pour chacun des sujets que nous traitons, se demander à la fin, et qu'en est-il aujourd'hui, à quoi cela sert-il, que voulons-nous faire, et qu'il s'agisse de la préhistoire ou des façons de vivre au Moyen-Âge ou à la période moderne, il est toujours intéressant de le ramener au débat actuel. Le travail effectué au musée se retrouve pour les passionnés dans la revue L'Alpe. Jean Guibal en est aussi le directeur éditorial. Il nous évoque cette revue unique née il y a maintenant 16 ans. Et la revue L'Alpe nous permet d'évoquer toutes ces questions sous une autre forme que celle du musée, avec la richesse graphique que vous connaissez pour notre collection, pour notre revue, et puis surtout l'apport de très nombreux chercheurs, historiens, archéologues, sociologues, qui nous permettent d'éclairer cette société, je dirais, autrement que dans les magazines. Ce n'est pas un magazine, c'est une revue, c'est-à-dire ni vraiment un livre, mais surtout pas un magazine, qui s'adresse à un public qui a besoin d'en savoir plus sur les sociétés et les cultures alpines. C'est la fin de votre émission Culture-T ici à Grenoble. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les tournages et les artistes qu'on a la chance de rencontrer, rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, avec mon profil et celui de Public Sénat. Le jeudi matin, je vous retrouve dans Métro News avec ma rubrique bande dessinée, le vendredi dans Télé Loisirs. Ciao et à bientôt pour d'autres aventures dans Culture-T.